Les services de police de Forbach ont été avertis par leurs homologues allemands frontaliers de ce que eux-mêmes avaient été au cours de la nuit appelés par une femme exposant être séquestrée dans le domicile conjugal qu'elle partage avec son mari à Forbach depuis l'année 2011. Cette information au courant de la nuit a été transmise par les policiers allemands à leurs homologues français en vertu de mécanismes de coopération transfrontaliers assez habituels dans notre région compte tenu de sa localisation géographique, si bien qu'à 6 h du matin, les services de police de Forbach sont intervenus au domicile occupé par le couple installé 62 avenue Saint-Rémy à Forbach. Ils y ont découvert une femme alitée dans une chambre et celle-ci a réitéré qu'elle était séquestrée par son mari depuis l'année 2011. Sur ces entrefaits, le mari a été interpellé par la police, placé en garde à vue pour les infractions criminelles suivantes de viol aggravé par la circonstance de conjoint, de séquestration ainsi que d'actes de torture et de barbarie. Sa garde à vue date de ce matin. Le service de police judiciaire de Metz et plus particulièrement sa brigade de criminels a été saisie par le parquet de Sarreguemines dans la foulée de la découverte de cette situation. Les éléments d'enquête sont les suivants. Et il faut aussi que je dissipe un certain nombre d'informations qui ont pu être transmises et diffusées dans la presse, en particulier la question des grillages qui, en effet, existent dans le domicile qui est partagé par ce couple, mais sont manifestement à mettre davantage en relation avec la population d'animaux domestiques que ce couple détient, à savoir 9 chats, plutôt qu'en guise de méthode ou de moyen de contention de madame. De telle sorte que l'idée d'une cage enfermant la personne n'est pas en réalité une présentation exacte de la situation dans laquelle elle était trouvée. De même, il a été mentionné dans les comptes rendus dont j'ai pu prendre connaissance l'existence d'un banc de torture qui n'est pas avéré. De même pour un carnet dans lequel les sévices infligés à cette femme auraient été consignés par son mari. C'est un carnet qui n'a aucune existence. La femme a été découverte dépourvue d'entrave, de quelque nature ce soit. Elle était allongée, certes, à demi nue sur son lit, mais je rappelle quand même que cette intervention de police est intervenue à 6 h du matin. Elle a également été découverte le crâne rasé, mais une explication se présentera néanmoins au service de police pour chercher à justifier de l'existence de cette particularité de sa silhouette. La femme a été découverte à proximité d'un téléphone qui était une ligne fixe qu'elle pouvait atteindre et avec lequel manifestement elle a averti les services de la police allemande. Aucune trace de sang n'a été découverte dans son environnement immédiat qui pourrait témoigner de conséquences de violences susceptibles de lui avoir été infligées dans les temps immédiats ou médiats. Le mari interpellé, placé en garde à vue, a d'ores et déjà commencé à être entendu et rapporte que sa femme serait malade, et cela depuis une longue période. À cet égard, l'enquête de voisinage a d'ores et déjà mis en relief que cette situation de maladie
était connu du voisinage, même si le couple était très discret. Le couple s'avère être locataire de l'appartement qu'il occupe et le propriétaire était avisé de l'existence de cette maladie, ou en tout cas d'une maladie affectant la femme du duo. En tout dernier lieu, cette information m'a été transmise et communiquée par les services de police quelques instants à peine avant que je ne vous rejoigne. La femme du couple ayant été transférée dès sa découverte par les services de police à l'hôpital Mercy de Metz a été vue par le biais d'une imagerie médicale et aucune fracture n'a été relevée par l'intermédiaire du scanner qui a été réalisé à son sujet. De même, le corps de cette dame ne présentait pas d'échymose évidente, pas davantage d'ailleurs d'escarres. Des analyses sanguines ont déjà été entreprises, ainsi qu'une analyse urinaire, de laquelle il ressort en particulier qu'elle ne présente pas un état de déshydratation significatif. La garde à vue de l'homme va être prolongée au courant de cette fin d'après-midi pour renouveler un délai de 24 heures. S'agissant des biographies connues de l'un et de l'autre des protagonistes, ce qui peut être d'ores et déjà indiqué, c'est que le couple est originaire d'Allemagne, vit en France au moins depuis 2011, moment de leur installation sur le territoire. La femme est âgée de 53 ans, l'homme est âgé de 55 ans. Il est inconnu des fichiers de police de notre pays. Les vérifications sont en cours pour ce qui concerne sa situation judiciaire et policière en Allemagne. Il était employé jusqu'à il y a quelque temps dans une industrie allemande. Il est demandeur d'emploi depuis cette période, depuis quelques moments maintenant. Avez-vous peut-être des questions à ce sujet? Est-ce que l'homme reconnaît les faits? Est-ce qu'il a torturé et séquestré sa femme? Les premiers éléments de l'audition laissent plutôt penser qu'il évoque une maladie de son épouse, mais sans que davantage de détails ne m'ait été communiqué pour l'heure. Je précise que l'audition de cet homme se fait par l'intermédiaire d'interprètes, puisqu'il est germanophone et interrogé dans cette langue-là. Donc l'audition est encore en cours, mais il n'y aurait pas de reconnaissance de tels faits, en tout cas assurément pas présenté de une manière aussi unilatérale que votre question y invite. Il nie les tortures, quoi. Oui. Il évoquait une maladie mentale, quel type de... Il est évoqué l'affliction d'un cancer. Pourquoi parle-t-on de viol aggravé et d'actes de barbarie alors que là les premiers éléments n'indiquent pas ce... Il faut en réalité se mettre en situation du travail policier qui permet de qualifier une infraction dès lors qu'il existe, au regard du Code de procédure pénale, des raisons susceptibles de caractériser telle ou telle infraction. La plaignante, la femme du couple, depuis qu'elle est entrée en contact d'une part avec la police allemande, puis la police française, a présenté sa situation comme le produit non seulement une séquestration, non seulement également d'actes de torture et de barbarie, mais également de viols répétés. C'est actuellement l'enquête qui cherche à mettre à l'épreuve ces diverses allégations. Le scénario de ce point de vue-ci, au moment où je vous parle, semble permettre a priori d'éloigner le spectre d'une déclinaison de Barbe Bleue en Moselle-Est. Maintenant, l'état de santé de la dame est en effet altéré par une maladie et l'enquête va chercher à déterminer dans quelles circonstances elle aurait dû être prise en charge par cet époux dans ce contexte-ci et comment on en arrive, le cas échéant, à ce que la situation que l'on découvre aujourd'hui
a pu être traduite en termes de séquestration, de viol, ainsi que d'actes de torture et de barbarie, de son point de vue à elle. Le fait qu'elle ait un cancer a pu être confirmé par les médecins qui l'ont ausculté. La question du suivi médical de cette dame est nécessairement aussi actuellement décryptée, et des contacts avec la caisse primaire d'assurance maladie ont été pris pour chercher à vérifier la réalité de ce suivi, à tout le moins l'existence même d'une maladie connue de la part des autorités médicales. Je n'ai pas la réponse à ce stade pour l'heure. Est-ce que vous pourriez dire pourquoi elle a appelé la police de Wiesbaden, ce qui est en S, et pas une police ici de proximité en Sarre, par exemple? Je n'ai pas encore cette réponse. Je crois que cette dame, par ailleurs, ne parle que l'allemand, ce qui peut-être aussi expliquer qu'elle ait choisi de prendre contact avec un service répondant dans une langue qu'elle maîtrise mieux que le français. Oui, mais contacter la police à Wiesbaden, ce qui n'est pas en Sarre, ce qui est en S, elle vient d'où? Est-ce que vous savez d'où elle vient en Allemagne? Je n'ai pas ce détail. Enfin, il y avait eu des signalements au préalable. Comment ça se fait que c'est seulement aujourd'hui que tout d'un coup cette affaire émerge? Des signalements il y a quelque temps déjà? Alors le seul signalement qui a été pour l'heure objectivé, c'est une intervention de la police nationale au domicile du couple en 2019 à la suite d'un appel d'une voisine pour du tapage. La patrouille dépêchée sur place n'avait constaté aucun trouble particulier. C'est, au moment où je vous parle, le seul antécédent d'un contact entre ce couple et la police française connue. Elle disposait apparemment d'un téléphone à sa disposition. Comment expliquer, même si c'est difficile de l'expliquer aujourd'hui, qu'elle ne s'en soit pas servie avant? Elle avait un téléphone à sa disposition? Les constatations qui ont été entreprises ce matin ont en effet permis de dévoiler la présence d'un téléphone filaire à proximité du lit qu'elle occupait au moment où elle a été découverte. Vous avez parlé du fait qu'elle était déshydratée, elle était aussi dénutrie. Ça, c'est un élément dont je ne peux pas encore confirmer l'existence. Des troubles psychologiques je préciserai juste que la journée d'aujourd'hui, la concernant sur le plan médical, a été consacrée au prélèvement, à leur analyse, ainsi qu'à son passage sous imagerie médicale. Le médecin légiste la verra entre cette fin d'après-midi et la journée de demain. Elle n'a pas encore été auditionnée, alors. L'audition de cette femme était en cours, mais dans un premier temps, ce sont d'abord les considérations médicales qui l'ont emporté sur le recueil du récit de son point de vue. On ne peut absolument pas savoir pourquoi elle n'a pas prévenu la police avant, finalement. Pas pour l'heure. Vous décrivez un état de santé qui n'est pas brillant, mais pas nécessairement en corroborant ce qui a été lu ou dit ce matin. Absolument. La diffusion d'informations au terme desquelles elle aurait présenté des fractures n'est absolument pas corroborée par le scanner, dont on conviendra certainement que c'est un instrument technique qui est précisément destiné à ce type de constatation et qui ne peuvent pas donc être confirmés par cette imagerie médicale. Vous avez dit que les cages, c'était peut-être plutôt pour les animaux, parce qu'il y a des éléments à l'intérieur de la maison qui pourraient prouver qu'elle était enfermée ou qu'elle ne pouvait pas sortir ou être libre, ne serait-ce que dans cette maison. Aucun élément apparaissant avec évidence aux yeux des policiers de l'identité judiciaire, autrement dit service technique de la police, qui ont réalisé les constatations. Depuis ce matin, on parle de viol, de torture, de séquestration, de faits particulièrement glauques, horribles et sordides. À vous écouter, il faut être beaucoup plus prudent. Je pense qu'une démarche de prudence s'impose dans cette situation pour que, par-delà une situation dont l'apparence peut être effarante, évidemment, que l'on ne se laisse pas peut-être mystifié par l'image première des choses et que le temps de l'enquête, nécessairement plus long que le temps médiatique, puisse décrypter la situation sociale de ce couple, sa configuration conjugale, autrement dit établir un panorama biographique de l'un et de l'autre, recueillir dans un contexte d'enquête d'environnement la perception
que peut avoir le public de la vie de ce couple, qui était manifestement très discret, et surtout confronter les récits, non seulement de la plaignante pour l'heure, avec celui qu'elle accuse d'être son bourreau. Les voisins parlaient de cris ou de hurlements même. Ils s'en sont plaints ou ils en ont parlé à la propriétaire. La propriétaire faisant la réponse suivante, la dame est atteinte d'un cancer et ceci peut expliquer cela. Est-ce que cette réponse du cancer, d'abord elle n'est pas avérée pour l'instant, on n'en a pas la certitude. Et on ne sait pas si cette dame est atteinte ou touchée par un cancer. On n'en a pas encore la certitude. Non, simplement on a un faisceau de déclarations émanant soit pour l'heure de son mari, mais aussi du voisinage, soit immédiat, soit un peu plus lointain, comme peut l'être la propriétaire, que cette femme était considérée comme malade, et cela depuis un temps long à présent. Est-ce que vous considérez le témoignage de cette femme comme crédible, ou est-ce qu'il y a un doute Il n'a pas été entièrement recueilli. Et les policiers n'ont pas encore entièrement rendu compte de son contenu, mais nécessairement, compte tenu de la gravité des événements rapportés ou suggérés par cette dame, la crédibilité de celui-ci, ce témoignage, va nécessairement devoir être analysé, décortiqué pour chercher la vérité de ce dossier entre ce qu'elle a déclaré au moment de la réquisition, en tout cas de l'alerte au service de police, ce qu'elle va ensuite déclarer dans les temps de son audition en cours, et enfin les déclarations de son époux. Est-ce qu'il y a des vidéosurveillance qui pourrait permettre d'attester qu'elle pouvait sortir de la maison ou pas ces derniers mois, ces dernières années? Est-ce qu'il y a une analyse de ce type Il faudra que les services de police vérifient que l'environnement immédiat du domicile du couple est couvert par de la vidéosurveillance. L'enquête est en France en ce moment, mais est-ce que vous travaillez aussi avec la police en Allemagne pour récupérer plus d'informations sur le couple côté allemand? C'est exact. Les services de police français se sont rapprochés des services de police allemands pour chercher à établir d'éventuels antécédents, notamment évidemment de l'homme du couple, en Allemagne elle-même. C'est quel service de police en Allemagne? Je pense que ça doit être le service de police de Saarbrück, qui est le correspondant très habituel des policiers de Forbach. Et l'appel était effectivement considéré comme un appel de détresse. Il a été interprété comme tel par les autorités. Il a été interprété comme tel, ce qui est sans doute évidemment plutôt rassurant, dès lors que quelqu'un appelle un service de police pour appeler au secours en réalité, et que ça a été considéré comme tel. Ça explique l'opération très matinale qui a été réalisée par les services de police de Forbach pour que l'appel au secours est une suite et que la situation puisse être prise en compte, ce qui a été quasiment immédiat, effectivement. Lorsque l'entourage ou les gens qui témoignent parlent d'un cancer, est-ce qu'ils précisent quel type de cancer, un cancer du cerveau ou autre? Je n'ai pas cette précision. Vous parlez au début du détail de sa coupe très courte en disant que vous allez éventuellement y revenir. C'est un élément... Compte tenu de la constatation objectivée de cette silhouette, rapportée néanmoins à l'hypothèse d'une maladie, on aurait d'ores et déjà, et tout de même, une articulation plus raisonnable de cette apparence que le produit de mauvais traitements et de brimades tel que nous en sommes partis et tel que, une nouvelle fois, l'apparence de la découverte pouvait donner crédit à ce scénario. Et si on a un cancer et qu'on suit une chimio, on est forcément suivi par un médecin ou un milieu hospitalier, donc on est en contact avec le monde extérieur quelque part. C'est effectivement dans la séquence de ce couple et de leur vie, il y a vraisemblablement un curseur qui est en train de se déplacer d'un scénario absolument effrayant tel que finalement il pouvait être accrédité ce matin,
et des conditions de prise en charge d'une maladie insatisfaisantes. C'est encore le temps de l'enquête qui, je le rappelle, n'en est qu'à sa 12e heure, quasiment au moment où je vous parle, puisque l'interpellation de ce monsieur ne date que de 6 heures ce matin. Donc finalement, nous sommes au premier quart d'un temps de garde à vue de 48 heures. D'ores et déjà, j'inclinerai à penser que le curseur semble susceptible de quitter la zone la plus critique et la plus effrayante du scénario initial. Est-ce que dans les échanges qu'elle a pu avoir avec les enquêteurs, le discours qu'elle tenait paraissait cohérent ou il y avait quelque chose d'incohérent? Il y a, dans ce qui a pu m'être rapporté des premiers éléments de l'audition, des incohérences. Qu'est-ce que vous savez il a fait avec la femme? Pardon? Quelle brutalité pour Parkinson il a fait avec la femme? Objectivement, pour l'heure, au regard du scanner, ces brutalités-là sont, si elles existent, elles doivent encore être objectivées, décryptées par le regard du médecin légiste. Le scanner, je le répète, écarte à peu près clairement l'hypothèse de fractures massives, nombreuses. Le scanner n'a pas davantage dévoilé d'échymose qui pourrait, avec une évidence significative et presque incontestable, être le produit de brimade ou de brutalité. Mais une nouvelle fois, on reste toujours dans un moment où l'œil du médecin légiste n'a pas encore exercé son office à l'égard de la personne. Le bon de torture et les carnets, on revient là-dessus, mais c'est pas avéré du tout. Ceci n'est absolument pas avéré. Donc c'est carrément faux, quoi. C'est carrément faux. Il n'est pas prévu pour le moment d'auditionner peut-être d'éventuels membres de la famille qui étaient encore en contact avec le couple et qui peut-être étaient au courant justement de certains agissements. C'est une enquête d'environnement qui se fait nécessairement. Mais une nouvelle fois, on en est à la 12e heure de la prise en compte de l'affaire par les autorités. L'enquête d'environnement, les proches éventuels, les familiers éventuels, tout sera décortiqué, passé au tamis par la police judiciaire. Mais il faut d'abord établir ce réseau de relations et ensuite aller à sa recherche pour procéder à son audition. Ils ont emménagé dans cet appartement en 2011. Est-ce qu'elles se disent séquestrées depuis cette date-là ou sur un temps plus court? Au moment de l'appel, en dernier lieu, au début de son audition, cette femme avançait qu'elle était séquestrée depuis 2011 dans cet appartement. Et dans une chambre ou dans l'appartement? Je n'ai pas le détail de l'étendue de ce qui est présenté comme sa séquestration. Et quand la police est intervenue ce matin, il y avait la possibilité, il y avait le mari qui a ouvert la porte, ça s'est passé comment? Je n'ai pas ces détails de l'interpellation qui ne s'est en revanche pas déroulée de manière violente ou avec une opposition préalable du mari. Si on résume avec tous les éléments que vous nous avez donnés, vous avez encore jusqu'à mercredi matin pour entendre ce monsieur. Mais en l'état actuel des choses, avec les éléments dont vous disposez, ce monsieur pourrait très bien être laissé libre et faire enquêter. Je préférerais pour l'instant réserver ce type de réponse. On enquête sur 3 infractions. On enquête sur 3 infractions. D'une part, la séquestration, qui est la privation volontaire de la liberté d'autrui. Je vous ai donné des éléments qui viennent au moins nuancer le fait brut du terme en tant que tel. Il y a des actes de torture et de barbarie dont le scanner semble pouvoir nous permettre d'en écarter au moins la version la plus effrayante, c'est-à-dire une multiplicité de fractures. J'ai également entendu, ou certains d'entre vous et vos collègues m'ont également interrogé sur des brutalités au niveau du visage qui n'apparaissent pas. La question des viols est également analysée par les services de police et je n'ai pas encore sur ce sujet-ci les réponses à pouvoir apporter.
Est-ce qu'on en sait plus sur ce couple? Donc c'était un couple marié, ils étaient ensemble depuis combien de temps? Je n'ai pas ces détails. Vous comptez beaucoup sur évidemment l'interrogatoire de madame. Absolument. C'est elle qui va corroborer, insister, et on pourrait s'acheminer vers une non-assistance à personne en danger plutôt que le barbe bleu dont vous parliez tout à l'heure. Oui, mais pour l'heure, une nouvelle fois, au bout de 12 heures d'enquête, c'est un embranchement qu'on n'a pas encore approché. Elle sera rendue compte, la femme sera rendue compte. Elle était en cours d'audition. En fait, la première partie de notre journée d'enquête, la concernant, c'est surtout orienté autour de sa prise en charge médicale, d'une part, et puis des examens qui sont intervenus pour chercher d'ores et déjà, et dans un premier temps, à faire un point de situation sur l'état de ses blessures. Est-ce qu'on sait de quelle ville l'homme a donné? Vous dites? Est-ce qu'on sait de quelle ville ou de quelle ville l'homme venait? Est-ce que c'était en Allemagne qui était là-bas? J'ai son lieu de naissance, mais je ne peux pas répondre à votre question. Ma connaissance de la géographie allemande n'est pas assez précise. Ce monsieur est né à Unsingen. Voilà. Est-ce que tout est bon pour vous? Rendez-vous demain? Rendez-vous demain, si vous le souhaitiez, mais je réitère un message de circonspection par rapport à cette affaire. Alors, j'indique peut-être simplement, pour être absolument exhaustif, que sur le plan judiciaire, il y a aussi une particularité que certains d'entre vous, habitués de la Moselle, connaissent, c'est que nous partageons avec le tribunal judiciaire de Metz une compétence criminelle différente. Et si le scénario d'une séquestration accompagné d'actes de torture devait être finalement retenu, le tribunal judiciaire de Metz aurait nécessairement vocation à être saisi de cette procédure durant la journée de demain. Dans les hypothèses moins graves, le parquet de Sarreguemines resterait compétent. Si les faits étaient avérés avec des faits d'inculpation, quelle est la peine maximale pour vous? Nous sommes à 30 ans de réclusion pour ce qui concerne la séquestration accompagnée d'actes de torture et de barbarie. 15 ans pour la séquestration dépourvue d'actes semblables. Sans circonstances aggravantes, on peut le dire autrement.